Merci de votre patience. De la même manière que ce matin, nous avons pris un petit quart d'heure de retard. Après les annonces ou les présentations forcément un peu, pas seulement disruptives comme on dit maintenant, mais parfois angoissantes de ce matin, on va se détendre cet après-midi. On va aussi comprendre et rêver. En effet, Francis nous a concocté un programme s'appelant Univers. Que reste-t-il à découvrir? Donc voilà, vous avez la chance d'être en compagnie de ces personnages qui eux-mêmes passent leur temps dans leur labo ou derrière leur ordinateur grâce à un grand nombre de satellites ou d'observatoires disséminés sur la planète, ou bien, ça sera beaucoup la deuxième partie, avec là aussi leurs neurones, un stylo et un bout de papier, à se poser la question, que reste-t-il à découvrir et est-ce qu'on peut en dire quelque chose? Avec nous cet après-midi, ce début d'après-midi, François Boucher, David Elbaz, Christophe Galfard et bien entendu Francis qui se joint à moi pour les questions. Alors, François Boucher, vous êtes directeur de recherche au CNRS. Vous m'avez dit tout à l'heure, après un excellent déjeuner tropézien, pendant un excellent déjeuner, merci Saint-Tropez, que vous alliez organiser un grand colloque en juin à l'Institut d'astrophysique de Paris, en réunissant d'ailleurs un grand nombre de gens à qui vous allez demander « Alors, c'est quoi vos défis ? Venez pas nous vendre vos salades ou votre salade astrophysique ou cosmologique, on la connaît. Venez nous dire ce qui vaut la peine. Hein. » Donc, vous êtes quelqu'un de très sérieux, très sérieux. Et donc, ce monsieur très sérieux à ma gauche s'occupe de cosmologie. Alors, on y reviendra certainement avec David Elbaz et Christophe Galfard. À une époque, cosmologie ne semblait pas totalement scientifique. Disons que c'est l'astrophysique qui étudie l'univers à grande échelle. Et ce monsieur connaît tous les secrets d'un satellite qui a fait beaucoup parler de lui, et d'ailleurs les images qu'il va nous montrer, vous allez sûrement les reconnaître, sachant qu'à Sciences et Avenir ou à la recherche, nous avons utilisé ces images. C'est le satellite Planck. Planck, et François Boucher a aidé à la conception, on peut dire ça comme ça ? Conception, vous n'avez pas vissé les boulons, mais vous avez vissé les boulons mentaux de ce satellite. Vous avez aidé à définir ce qu'il était censé regarder et éventuellement trouver. Donc, et puis analyser les données qui sont maintenant ce qui est arrivé. Transformer ça en inférence, en choses qu'on peut dire à propos du cosmos. Voilà, parce que ce satellite a fini sa mission. Et donc, vous allez nous dire qu'est-ce qu'on peut penser de ce qu'il a découvert ou de ce qui reste à découvrir. Allez, c'est à vous. J'en dirai quelques mots. Est-ce qu'on pourrait avoir la première... Voilà. Alors, d'abord, j'aimerais situer un peu le problème de la cosmologie, disons, observationnelle. Et donc, ce que je vous montre là, c'est, on suppose que, voilà, nous, on est au centre, là où il y a marqué « Here and Now ». Pardon ? Bien dans le micro. Bien dans le micro. Oui, d'accord. Bon, chacun de ces petits points est une galaxie comme la nôtre, quelques milliers de milliards d'étoiles. Et c'est une petite tranche, et on regarde en s'éloignant de nous. Et quand on regarde ça, on se dit, tiens, c'est marrant, les galaxies n'ont pas l'air d'être distribuées au hasard. Et en fait, ça, c'est juste une couche, c'est un plan. Alors, il faut après que vous fassiez un effort mental pour essayer de voir à 3 dimensions comment ça peut se propager. Et en fait, ça ressemble à la structure d'une éponge, plus ou moins. C'est-à-dire qu'il y a des grands vides, où il n'y a presque pas de galaxies. Alors, si vous voyez, il y a des endroits où il n'y a pas de points. Donc, on appelle ça des vides. Et puis, en fait, à 3 dimensions, on s'aperçoit que les vides sont plus ou moins séparés par, disons, des feuillets. Et à l'intersection des feuillets, on voit des filaments. Et à l'intersection des filaments, on voit des amas de galaxies, des gros tas. Voilà, alors tout ça, ça fait penser un petit peu à l'ossature d'une éponge, c'est-à-dire les galaxies seraient comme sur l'ossature de l'éponge. Et dans une éponge, on peut aller d'un endroit à l'autre par les vides ou par les pleins. Voilà. Alors ça, dans notre langage à nous, on appelle ça les grandes structures de l'univers.
Alors depuis très longtemps, on s'est posé la question de dire mais d'où ça vient? Voilà, ça en gros c'est une des grandes questions cosmologiques. Alors il y a une autre partie qui s'intéresse plus, et ça c'est plus mon voisin à gauche, qui essaye de comprendre la dynamique et comment se sont fabriqués chacun de ces petits points eux-mêmes. Alors moi je ne vais pas m'intéresser du tout à ça, je vais m'intéresser plutôt à la distribution générale, voilà, de ces grandes structures. Mais c'est deux questions qui sont évidemment liées. Alors ça c'est la première chose. Donc ça c'est un des thèmes une des choses qu'on aimerait comprendre. Alors, il y a une chose qui est essentielle dans ce diagramme qu'on voit aussi, c'est que il faut se rappeler que la vitesse de la lumière est finie. Même si 300 000 km par seconde, ça paraît très rapide, en fait, quand on regarde des dimensions cosmologiques, des très grandes distances, les objets qu'on voit, on les voit dans leur passé. Alors quand il s'agit du Soleil, c'est 8 minutes, c'est pas beaucoup. Mais ces objets-là, en fait, ils sont à des centaines, il faut des centaines de millions d'années à la lumière pour nous parvenir, quelquefois des milliards. Et en fait, il y a un chiffre sur le cercle extérieur. La lumière met 2,7 milliards d'années pour nous parvenir. Alors, on sait par ailleurs que ça, c'est une des fractions substantielles de l'âge de l'univers. Une des choses que ça nous dit, c'est qu'en fait, même si ça se voit difficilement sur cette image, ces objets-là, on les voit tels qu'ils étaient plus jeunes, moins avancés dans l'évolution. Et on peut se poser la question de d'où ça vient. Voilà. Alors, on va prendre la planche suivante. Ça vous dit un peu la même chose. C'est-à-dire, on est au centre, et puis, mais cette fois, on part la pensée, on regarde. Si vous regardez les parties rouges, ces espèces de structures filamentaires là, quand on les regarde très loin dans le passé, on les regarde telles qu'elles étaient autrefois, c'est-à-dire moins évoluées. Et alors, jusqu'où peut-on regarder? On peut regarder, en fait, on peut se dire, il y a un moment donné, se sont formées les premières étoiles, les premières galaxies, donc on peut peut-être rien observer. Eh bien non. En fait, quand on regarde suffisamment loin, il faut à peu près 13,8 milliards d'années à la lumière pour nous parvenir, on tombe sur une époque qu'on appelle la transition vers la transparence, c'est-à-dire le moment où l'univers est devenu de opaque, chaud, dense, opaque, à transparent. Alors on peut se dire, c'est bien. Du coup, peut-être qu'à ce moment-là où la lumière pour la première fois a été libérée de ses interactions avec la matière, on peut peut-être essayer de mesurer la taille de ces grumeaux primordiaux. Et ça, c'est illustré sur cette image par l'espèce de choses granuleuses rouges et bleues que vous voyez comme la dernière couche avant le blanc. Le blanc signifiant ce qu'on ne peut pas voir encore au-delà. Voilà. Donc, c'était un enjeu depuis longtemps. La découverte de ce fond cosmologique, le fait qu'on ait beaucoup de photons, nous sommes dans un bain de photons. Simplement, c'est des photons qu'on voit pas. Nos yeux ne sont pas équipés pour. Et donc, quand on regarde, on a l'impression que le fond du ciel, il est noir. En fait, il est très, très brillant. Il est très brillant, mais dans des couleurs que notre œil ne perçoit pas. Donc, en fait, l'enjeu, c'est d'observer ce rayonnement dans lequel on est plongé, mais de développer la technologie nécessaire pour être capable de mesurer cette lumière en fonction de la direction, en se disant, voilà, ces différentes directions, c'est la trace de ces grumeaux primordiaux. Alors justement, on a proposé ça il y a 25 ans, avec un certain nombre de collaborateurs. On a été sélectionné par l'agence spatiale ça c'était en 92. En 96, on a été sélectionné pour construire l'objet qui est là, le satellite Planck. Après, on a développé les technologies qu'il fallait parce que elles n'étaient pas sur étagère, comme on dit. Et puis, on a été lancé. Ça, c'était en 2009. Et puis après, on a collecté des données pendant quelques années. Le satellite s'est arrêté. Mais en fait, depuis, on analyse les données. Parce qu'en fait, cette image-là, elle est un petit peu trompeuse. Alors, ce que vous voyez là, d'abord, cette espèce d'ovale ou d'œuf, c'est simplement le dépliement de la cartographie sur la sphère, dépliée sur une surface plane, qui est donc déformée. Mais donc, ce qu'il faut imaginer, c'est que ça, c'est en gros la cartographie de l'intégralité de la voûte céleste. Ce qu'on pense, c'est que chacune de ces petites taches-là, rouge et bleu, sont la trace de ce qui va devenir plus tard les grandes structures autour de nous. Les grandes structures, l'éponge, si vous voulez. Et donc, ce qu'on voit, c'est des densités, c'est ça ? Alors, ce qu'on voit là, c'est des variations de température, mais qui traduisent des variations, notamment de densité. Alors, quand c'est bleu, il y en a moins, quand c'est rouge, il y en a plus, ou c'est l'inverse ? Normalement, quand c'est bleu, c'est plus énergétique.
Alors d'abord, c'est un petit peu trompeur, c'est que en fait, c'est pas ce que Planck mesure, pour commencer. Planck mesure pas directement ça, il mesure dans différentes couleurs, donc l'équivalent du rouge, bleu, vert, mais simplement dans les longueurs d'onde correspondantes. Et ça, c'est ce qui nous permet de séparer, peut-être pas le bon grain de livret, mais de séparer les émissions, disons, de notre galaxie, d'enlever l'émission d'amas de galaxies. Donc en fait, c'est une image qui est en fait pas mal nettoyée ce qu'on appelle des émissions d'avant-plan. Donc ça, c'est en gros la reconstitution de ce qui, mais qu'on observe, donc de ce qui, ces photons-là, ces grains de lumière-là, ont interagi pour la dernière fois avec le reste de la lumière il y a 13,8 milliards d'années. Donc, et pour vous donner une toute petite échelle, si l'univers a 100 ans aujourd'hui, c'est à la fin du premier jour. Voilà, donc on cartographie, on mesure directement l'empreinte de l'univers jeune tel qu'il était à la fin du premier jour. Alors qu'est-ce qu'on en tire ? Parce que bon, ça c'est bien beau de voir des petites taches comme ça, mais ça nous dit des choses, mais quoi ? Alors, encore, ça, si vous regardez la partie gauche, tout ce que ça veut dire, ça, c'est que ce qu'on voit, c'est la trace de ce qui va devenir la structure de l'éponge et plus généralement les galaxies. Ce qu'il y a tout à fait à gauche, oui. C'est ce que vous nous avez montré juste avant. Voilà, avec une table de couleurs différentes. Désolé. Alors, qu'est-ce qu'on a tiré de tout ça ? Parce que alors, finalement, donc, on essaie de tout utiliser, à la fois Alors, je vais dire une chose encore avant. Pour pouvoir analyser et comprendre ce qu'on voit là, en fait, le type d'empreinte comme ça avait été prédit, en théorie, bien avant les mesures. Donc, en fait, ce que les théoriciens avaient fait, dont j'ai fait partie, parce que j'ai pas fait que des observations, c'est en gros de dire, on va prendre des univers modèles. On va dire, on va supposer que les graines primordiales sont distribuées de telle manière, et puis on va supposer qu'il y a telle quantité de différents types de matières. Justement, je dis pas quoi précisément, que tout ça s'étend avec une certaine vitesse, et à partir de ça, on utilise les lois de la physique, ce qui est un gros, c'est une grosse hypothèse parce qu'en fait, on utilise les lois de la physique au-delà du domaine dans lequel on les a validées et observées autour de nous. Mais à partir de tout ça, on a dit, voilà, on a fabriqué une sorte d'atlas d'empreintes digitales. Vous l'imaginez, c'est un peu comme une empreinte digitale, ça. C'est une empreinte. Et on a calculé ces empreintes-là dans des tas d'univers modèles. Et puis, le jour où les données Planck arrivent, on se pose la question, on regarde en gros l'empreinte digitale du vrai univers. Et là, il y a une première chose, c'est est-ce que ça existe déjà dans un de nos modèles ? Parce que c'est pas évident qu'a priori on soit capable de prédire quelque chose qui va être mesuré par la suite. Justement, vous avez été surpris quand vous avez vu ça, ou vous avez dit c'est bien comme on s'y attendait. Alors justement, on a trouvé qu'il y avait dans la catégorie des modèles qui existent quelque chose qui décrit extraordinairement bien ces résultats-là, avec tout le luxe de détails statistiques qu'il faut. Et que par ailleurs, dans un deuxième temps de l'analyse, on se rend compte que ceci est en accord avec énormément d'autres sondes astrophysiques que je ne veux pas décrire dans le détail. Et finalement, on aboutit alors à une situation paradoxale, et donc c'est là où on en vient au mystère, c'est qu'on a un modèle qui est finalement repose sur des hypothèses extraordinairement hardies, du genre la théorie de la relativité, qui est la théorie de la gravitation, comment les choses s'agglutinent. On va supposer que la relativité générale continue à s'appliquer à ces échelles-là. Voilà. On va supposer une composition très très surprenante, et ça décrit très très bien ce qu'on observe, ainsi que tout un tas d'autres observations. Alors le modèle qui décrit une quantité très importante d'informations, de sondes diverses et variées, il n'a que 6 paramètres. Donc en gros, on décrit toute la composition de l'univers, son taux d'expansion, quelles sont les graines qui sont dedans, et en gros, en germe, l'intégralité de la dynamique future, dans le cadre d'un modèle, bien sûr, à partir de ces 6 paramètres. Alors, ça paraît complètement phénoménal,
Mais il y a une petite chose un peu ennuyeuse, c'est que et c'est pas que cette image-là qu'il montre, on a besoin de faire appel à une sorte de matière, qu'on appelle la matière sombre, qui n'est pas la matière usuelle, qui n'interagit que de manière gravitationnelle. Et on l'a pas trouvé en laboratoire. C'est pas faute d'avoir cherché. Et puis, ainsi que d'autres sondes le montrent aussi, on a besoin de ce qu'on appelle l'énergie sombre. Ce qui est juste une sorte de cache-misère, c'est-à-dire quelque chose dont on peut mesurer le comportement, on voit l'effet sur, par exemple, l'expansion de l'univers, mais on ne sait pas ce que c'est. Et en fait, quand quand les physiciens théoriciens regardent dans leur besace de ce qui pourrait en rendre compte, a priori, on tombe sur des choses qui sont très surprenantes, c'est-à-dire le candidat le plus naturel, qu'on appellerait les fluctuations du vide, c'est faux, mais avec un nombre d'ordres de grandeur complètement sidérant. Donc finalement, on se retrouve dans cette situation intéressante où on a un modèle effectif qui décrit énormément de choses, mais qui fait appel à deux fluides, si on veut, complètement inusuels, matière sombre et énergie sombre. Donc ça, alors après, il y a beaucoup de choses dont on discutera peut-être sur quels peuvent être les candidats, qu'est-ce que ça implique, est-ce que cette énergie sombre, c'est pas de l'énergie sombre parce que c'est une modification de la gravité. Enfin, bon, après ça, on rentre dans tous les débats de la cosmologie contemporaine. Mais j'aurais aimé finir sur un point supplémentaire. Ça, c'est toujours à l'intérieur de ce cadre-là. Mais il y a aussi quelques petits points d'interrogation supplémentaires. Donc, comme on est dans les mystères, c'est que pour l'essentiel, toutes nos différentes sondes sont à peu près d'accord. Mais il y a quelques points un peu surprenants. Par exemple, il y a ce qu'on appelle des anomalies ou des curiosités. Et il y en a une en particulier qui concerne le taux d'expansion de l'univers, c'est-à-dire à quelle vitesse il se dilate. Et selon les sondes qu'on regarde, on tombe sur quelque chose qui est différent par quelques pourcents. Et donc le débat qui nous agite actuellement dans la communauté professionnelle, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Alors, une hypothèse, disons, conventionnelle, c'est de dire une ou les deux de ce type d'expérience sont fausses au sens dans leur interprétation. C'est pas les données qui sont fausses, les données, elles sont ce qu'elles sont. Mais quand on remonte de l'observable à l'implication, peut-être qu'on s'est un peu trompé. Alors bon, j'ai passé les 2-3 dernières années avec toute une équipe assez importante, c'est dans cette image-là, est-ce qu'il peut y avoir des résidus d'effets, ce que nous on appelle des effets systématiques, des effets trompeurs, si vous voulez, par exemple, un détecteur qui répond pas exactement de la manière attendue, enfin des choses de ce genre-là. Bon, et puis on a beau chercher, ça nous paraît très très solide. Et puis les gens qui font des mesures, disons, plus locales, eux aussi ont fait le même travail et la communauté a aussi essayé de trouver des failles. Pour le moment, on ne les a pas trouvées. Donc maintenant, quelque chose qui émerge, c'est on a quelque chose qui n'est pas très probable. Donc, a priori, des sondes distantes et des sondes locales aboutissent sur une quantité, pas sur 36 choses, ce qu'on appelle une tension. C'est-à-dire quelque chose, c'est pas encore la révolution, mais ça demande un peu d'attention pour se dire qu'est-ce que ça veut dire. Et donc commence à émerger une problématique de recherche nouvelle qui est au-delà de matière sombre et énergie sombre telles qu'elles sont répertoriées d'ores et déjà. Est-ce qu'il n'y a pas encore quelque chose qui nous manque dans le modèle qui pourrait expliquer cette divergence faible, mais qui s'établit de plus en plus entre mesures locales, c'est-à-dire ce que je vous ai mesuré, ce que je vous ai montré dans la première image, en gros, les galaxies autour de nous. Et puis, mesures lointaines, c'est-à-dire ce qu'on sort d'une image de ce type-là. Donc voilà, des mystères, on n'en manque pas. C'est assez amusant parce qu'on se retrouve donc, et je vais finir là-dessus, on se retrouve donc avec une sorte de triomphe absolument incroyable d'un modèle prédictif qui ajuste énormément de choses entre elles. Donc il y a un grain de vérité au sens que c'est un bon modèle effectif. Ça, il n'y a pas de doute, mais il est fondé sur des choses qui sont mystérieuses et que, pour le moment, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Donc, on peut regarder le problème sous deux faces, quoi. C'est à la fois un triomphe et à la fois une
un aveu d'impuissance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, 95% de ce qui est dans l'univers qui détermine d'une certaine manière la manière dont l'univers évolue, la manière dont les grains dont la matière se condense, etc. Eh ben, on ne sait pas vraiment ce que c'est et comment il faut l'interpréter. Encore une fois, je vous ai donné, on peut vous donner une piste. Peut-être qu'après tout, la relativité générale, à ces échelles-là, n'est peut-être pas une théorie complète. C'est une bonne approximation, mais qui demande à être peut-être un peu corrigée et dépassée. C'est une piste. Mais il peut y en avoir d'autres. Hein, je veux dire, c'est pas. Donc le débat cosmologique, il est beaucoup autour de ça. C'est-à-dire, on a maintenant énormément de données et on regarde les petites failles pour essayer de trouver des clés pour aller au-delà. Merci. Et ce sur quoi vous insistez à cette fin de votre présentation, ça rappelle bien des moments en physique, en sciences, ces petites choses. Il y a du triomphe, mais la petite chose qui risque de faire basculer. Il y a déjà eu des fins de la physique qui ont été annoncées, et puis c'était avant le début de la mécanique quantique. Alors c'est pour ça d'ailleurs que là aussi, on pense déjà, enfin moi je fais partie des gens qui sont excités sur proposer des expériences futures. C'est pas exactement gratuit non plus. C'est des expériences qui coûtent cher quand même, hein. Mais tous les sens du terme. Oui. C'est pas gratuit. Mais et on peut pas garantir ce qu'on va trouver. Comme souvent en recherche, c'est-à-dire qu'on donne des illustrations en disant, bah voilà, le pouvoir de, si les choses sont comme ça, alors on va pouvoir le déterminer avec tel type de précision. Mais on ne sait pas si les choses sont comme ça. C'est pour ça qu'on fait la mesure. Sinon, on se contenterait de payer des théoriciens. Vous faites un jeu très sérieux. Hein. Oui, en tout cas, je le fais avec beaucoup de sérieux. Et vous travaillez beaucoup, je crois. Oui. Pas mal. Hein. Oui. Bon. C'est comme la plupart de mes collègues. C'est difficile de faire progresser les connaissances sur l'univers. Ça tombe pas tout seul. David Elbaz. Il y a quand même une chose qui est très étonnante dans ce que tu nous dis. On t'entend pas. Il y a une chose très étonnante dans ce que tu nous dis, c'est qu'on a un modèle dans lequel il y a 95% d'inconnus, et pourtant ça marche. Comment on fait un modèle avec des choses inconnues ? C'est parce que c'est à la fois le pouvoir, les limitations de la cosmologie observationnelle. C'est-à-dire qu'en fait, ce à quoi est sensible une grande partie de l'histoire de l'univers, c'est avec des propriétés très générales. Donc on sait de quoi on a besoin pour pouvoir décrire. Mais une chose est de dire, bah voilà, c'est typiquement ce qui importe du point de vue cosmologique, c'est en gros quand on prend de la matière, un fluide, quelque chose, et qu'on le dilate, comment ça se comporte. Ça s'appelle l'équation d'état. Ça, c'est essentiellement ce à quoi est sensible la cosmologie, avec des choses supplémentaires, mais pour l'essentiel, c'est ça qu'on est capable de dire. C'est-à-dire, voilà, vu ce qu'on voit du point de vue taux de croissance des choses, vu ce qu'on voit du point de vue dilatation, on a besoin qu'il y ait quelque chose qui se comporte sous l'effet de la dilatation de l'univers de telle manière. Mais c'est tout. Donc, une fois qu'on a identifié que, ah oui, si je postule, parce que là c'est un postulat, si je postule qu'il y a bien quelque chose qui se comporte comme ça sous l'effet de la dilatation et qu'il y en a tant de pourcents, alors il y a plein de choses qui tombent en place. Donc je me dis, oui, c'est une explication économique. Mais ça ne me dit pas ce que c'est que ce quelque chose. Il faut encore l'identifier, si possible dans le laboratoire, ou trouver de quoi c'est la manifestation. Donc oui, on peut être à la fois très certain qu'il y a quelque chose qui se comporte comme ça, mais ne pas savoir à quoi l'attribuer, si c'est modification de la gravité ou autre. Alors, rapidement, tu as dit tous ces petits points de l'image de Planck, c'est peut-être les germes des grandes structures de l'univers plus tard. Est-ce qu'on a pu faire ce lien de façon effective, ou est-ce qu'en fait on n'est pas capable de le faire entre l'image de Planck et la première image que tu nous as montrée? Alors, ce qu'on observe dans cette première image et plein d'autres comme ça, c'est que quand on regarde des galaxies dont on pense qu'elles sont lointaines, on observe l'évolution de type morphologique, on observe que les propriétés sont pas les mêmes. Maintenant, quand on veut regarder, il y a un moment, on ne fait pas la cartographie de tout l'univers à tous les temps. Ça, on en est très 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 loin. Mais en revanche, voir l'évolution, les traces de l'évolution dans les objets,
et dans la manière dont ils se répartissent, oui, alors ça on le voit. On peut pas faire un film depuis l'image de Planck. Alors si on le fait, le film, Si. ça s'appelle des simulations numériques. C'est d'ailleurs les premières choses que j'ai fait dans ma carrière de chercheur, c'était en fait de prendre des hypothèses, de les mettre dans un ordinateur et de fabriquer des univers modèles. En fait, on a progressé beaucoup pendant un certain temps. Disons qu'il y a une quarantaine d'années, une des questions qu'on pouvait se poser, c'était quand on voit quelque chose qui ressemble à cette structure avec des filaments, des trous, etc., est-ce que c'est quelque chose qui peut se développer naturellement sous l'influence de la gravité dans un univers en expansion, à partir de petits grumeaux primordiaux? Est-ce qu'on a besoin qu'il y ait une sorte de Deus ex machina qui mette dans le détail des choses qui vont pouvoir se développer comme ça, ou est-ce que ça peut être des processus aléatoires? Et un peu par essai et erreur, on a essayé des modèles d'univers et on s'est rendu compte que simplement la gravité, dans un univers en expansion, simplement la gravité, donc qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous avez un endroit un peu sous-dense, la matière s'en va pour aller au bénéfice des endroits un peu surdenses. En gros, les riches deviennent plus riches, les pauvres deviennent plus pauvres. C'est facile, sauf que là, c'est en densité. Mais la manière dont ça se déroule, c'est ça qui n'est pas totalement évident. Et en fait, maintenant, on a quand même construit des tas d'univers modèles qu'on met dans des gros ordinateurs et on se rend compte qu'on est capable de faire une correspondance avec l'univers observé sous certaines hypothèses. Voilà, donc le film, on l'a, mais nous, comme observateurs, on ne voit ce qui s'appelle que le cône de lumière passée, c'est-à-dire qu'on ne peut voir que des coquilles. Et donc je vais finir là-dessus, parce que pour que les autres puissent parler, nous, on voit que des coquilles. Voilà. Encore une fois, quand on regarde quelque chose, à une certaine distance, on voit quelque chose dans le passé. Mais on ne peut pas regarder cet endroit-là à un autre temps. La seule chose qu'on peut faire, c'est regarder des coquilles successives, et plus je regarde loin, plus je regarde loin dans le temps. Mais je ne peux pas avoir l'image tridimensionnelle en fonction du temps. Donc j'ai une sorte de coupe qui est ce que l'univers m'offre par le fait que voilà, j'observe l'univers avec des photons, ou enfin avec des particules qui se déplacent avec une vitesse finie. Et rassurez-nous, ceci n'est qu'une représentation. Nous ne vivons pas dans un œuf cosmique. Non, ça c'est une représentation de l'univers observable. Donc le mot important là-dedans, c'est l'univers observable. Si l'univers a un âge fini, à ce moment-là, on ne peut observer qu'à une distance finie. Ça ne veut pas dire qu'au-delà à une distance qui serait telle qu'il faut plus que l'âge de l'univers pour que la lumière nous parvienne, que tout d'un coup c'est un grand vide et qu'on tombe. Vous pouvez l'imaginer beaucoup plus comme un continu. Simplement, nous, on ne peut observer qu'une certaine zone autour de nous. Et le reste, eh bien, on le fait par la construction, par la pensée. Sachant qu'on se dit pour l'instant que l'univers est infini, n'est-ce pas? Alors, c'est une autre question. En tout cas, on sait que on a des limites inférieures sur la taille minimum, disons, de réplication, la taille minimum de l'univers. Ça, on sait. Parce que sinon, c'est pas l'image qu'on observerait, on en verrait des traces. Donc, on peut dire, voilà, on peut donner une limite inférieure. Maintenant, on peut pas dire ça jusqu'à l'infini. Ça, c'est pas possible. Et la limite inférieure, c'est quoi? En gros, c'est le temps qu'il faut à la lumière pour aller d'un bout à l'autre, c'est-à-dire 2 fois l'âge de l'univers. La distance parcourue par la lumière en 2 fois l'âge de l'univers. Et c'est pas tout à fait vrai parce qu'on peut trouver des traces. Vite. C'est plutôt 1,4 fois cette distance, mais bon, c'est des détails. D'accord. Ce sont des détails. Oui, il y a les deux côtés. Et puis après, en fait, même s'il y a des choses qui se passent à échelle plus grande, on peut trouver une trace dans ce qui est observé, jusqu'à une certaine échelle. Christophe Galfard voulait intervenir. Mais on n'a pas de théorie qui nous donne une réponse à cette question. Il y a la théorie d'Einstein, par exemple, de gravitation ne nous dit pas si notre univers est fini ou infini du tout. Une des analogies qu'on peut prendre, je peux dire 1 minute, on peut dire quelque part que c'est une sorte d'horizon qu'on a dans l'espace, l'endroit le plus lointain qu'on puisse voir grâce à la lumière. Imaginez-vous sur un bateau au milieu de l'océan, vous allez avoir un horizon qui est autour de vous. C'est la chose la plus lointaine que vous pouvez voir. Il y a peut-être d'autres gens sur l'océan qui seront
pas exactement au même endroit que vous, qui vont avoir un horizon eux aussi. Si vous êtes proche, vous allez avoir des vagues en commun. Vous allez peut-être même pouvoir vous voir. Si vous êtes lointain, s'il y en a un au large de la Bretagne, l'autre au large de l'Australie, vous n'allez même pas vous voir, même pas avoir une seule vague en commun. Si vous voulez avoir la forme globale de l'océan, il va falloir ajouter tous les horizons de tous les marins du monde. Si vous faites ça, vous obtenez la Terre. Quelque chose de fini. Dans l'univers, il faudrait faire pareil. Il faudrait ajouter tous les horizons de tous les aliens extraterrestres de l'univers tout entier. Si on fait ça, on ne sait pas faire. On n'a aucune idée de comment faire ça. On n'a aucune équation ou théorie qui nous donne la réponse à cette addition, entre guillemets. Donc on ne peut pas savoir si c'est fini ou infini au jour d'aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai parlé de limite inférieure, c'est-à-dire qu'on peut dire des choses. On peut dire, par exemple, si on regarde à telle distance, bah oui, la Terre s'arrête pas. Enfin, ou pour prendre la métaphore du bateau, oui, on ne tombe pas parce que bah, là, on voit. Mais au-delà, bah, après, on parle de construction théorique. Je peux ajouter aussi. Si je...